Bonjour à tous. Imaginez ceci. Demain, vous recevez un lien par un email ou bien par message privé. Vous décidez donc de cliquer sans réfléchir. Mais finalement, est-ce que ce simple clic pourrait-il exposer vos informations personnelles à un pirate? Eh oui, parce que cliquer est devenu une habitude quotidienne. J'ai envie de dire presque instinctive. Et pourtant, on peut se demander si cette action simple peut ouvrir des portes aux malwares les plus dangereux sur votre machine. Commençons par un premier risque simple mais efficace pour les pirates, la collecte d'informations. Dès que vous cliquez sur un lien, même si aucun virus ne s'installe sur votre appareil, certaines informations sont automatiquement partagées. Ça peut inclure votre adresse IP, le type de navigateur, la version de votre système d'exploitation et même des détails comme la résolution de votre écran. Pour les cybercriminels, cette première collecte est vraiment une porte d'entrée. Un outil populaire pour la démonstration s'appelle Grabify. Cet outil permet aux pirates de générer des liens qui collectent ces informations de base quand quelqu'un clique dessus. Nous allons faire un test ensemble. On va venir récupérer le lien d'Instagram.com. Un lien tout à fait innocent. On se rend sur Grabify, dans le formulaire colle le lien, puis on clique sur Create URL. On accepte et on attend. Et vous allez voir, cet outil est assez intéressant. Donc, arrivé ici, on coche cette case pour collecter plus d'informations. Et ici, nous avons le lien à envoyer à la victime. Bien sûr, ici c'est un test, mais ensuite vous pouvez changer le domaine ou même créer votre propre domaine personnalisé. Imaginons que j'envoie le lien à la victime, il clique dessus et il sera automatiquement redirigé vers Instagram.com. Et c'est ça qui est fou. Certes, le lien de base peut paraître assez bizarre, mais pour une personne qui ne fait pas vraiment attention, ou bien si vous arrivez bien à camoufler votre lien, eh bien ça passe crème, puisque on est tout simplement redirigé vers le site officiel. De retour dans notre console, on actualise et on va quand même récupérer pas mal d'informations. Mon IP public, mon emplacement, des informations sur mon navigateur, sur la version de mon système d'exploitation, et en cliquant sur More Info et sur Explain this log, il nous fait un résumé total. J'adore cet outil, donc même si, dans certains cas, en cliquant sur un lien, il n'y aura pas de virus qui va s'installer, dans d'autres cas, cela peut fournir des informations précieuses à l'attaquant. Et ça, c'est dangereux, parce que ces données, même si pour vous, elles paraissent inoffensives, elles permettent déjà aux pirates d'adapter leur attaque en fonction de votre appareil. Par exemple, ils peuvent détecter si vous avez un téléphone ou un ordinateur et ensuite adapter leur stratégie en fonction de ça. À présent, nous allons parler du fingerprinting du navigateur. Ici, il ne s'agit pas seulement de collecter des informations générales, mais bien de créer une empreinte numérique unique de votre appareil. À quoi ça sert? Eh bien, ça permet aux sites web et surtout aux hackers de vous identifier même si vous changez d'adresse IP ou même si vous utilisez le mode navigation privé. En fait, votre navigateur, il va créer ce qu'on appelle une empreinte numérique. Il va récolter un maximum d'informations sur vous pour ensuite partager ces informations au site web. Et parfois même à des sites web malveillants. Donc, en quelque sorte, il partage vos informations aux pirates, aux hackers. Les informations que les navigateurs vont récupérer pour créer votre empreinte numérique peuvent inclure votre modèle d'appareil, le fuseau horaire, les polices installées et énormément de détails qui vont ensuite partager aux différents sites web. Et pour contrer cette technique, il existe par exemple des navigateurs orientés vers la confidentialité, comme Mullvad Browser. C'est le navigateur que je vais vous présenter. Ce navigateur et d'autres navigateurs de ce type sont conçus pour minimiser la collecte d'informations. Ils vont masquer certaines informations, ce qui va perturber la collecte des données et rendant donc le tracking beaucoup plus difficile. Parce qu'une fois que les navigateurs ont créé votre empreinte numérique, ils vont utiliser ces informations notamment pour proposer des publicités adaptées. Ils vont vendre ces informations à des entreprises qui vont utiliser ces informations pour créer des publicités ciblées. Et il faut savoir que même sans cookies, même si vous partez en navigation privée, le fingerprinting se fera toujours. Donc comme quoi, même en navigation privée, les sites peuvent suivre votre comportement sur différentes pages ou plateformes. Et je vais vous présenter un site qui s'appelle Device Info. Device Info, c'est un site qui vous présente votre empreinte numérique. Donc là, ce qu'on voit, c'est toutes les informations que le navigateur Firefox a sur moi. Regardez tout ce qu'il détecte. Il détecte énormément de choses.
Mais rendez-vous sur ce site deviceinfo.me et vous verrez quelles sont les informations qu'il récupère et pourquoi il faut utiliser un navigateur axé sur la confidentialité. Si vous vous rendez sur amainunique.org, cela va nous permettre de savoir si notre navigateur est confidentiel ou pas. Tout à l'heure, j'ai fait un test et on peut voir que le ratio est pas fou. 0,13%, 2%, 11, 31, 97%. Niveau confidentialité, il y a beaucoup de rouge. Vous voyez que c'est pas incroyable. Donc là, on est sur Firefox. Je vais faire le même test sur le navigateur que je vous ai présenté tout à l'heure, Mullvad Browser. Je colle le lien, je lui laisse collecter les informations parce qu'il va quand même en collecter. Malheureusement, il est très rare de trouver des navigateurs où la collecte d'informations est à 0%. Donc là, on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Pour comparer, avant, on était sur du 0,04, 90, 31, 11, 2%, 0,13 et là, on est sur du 0,41, 27, 85, 31% et 90%. C'est quand même mieux. Cette différence de ratio va faire que le navigateur va collecter beaucoup moins d'informations. À présent, parlons d'une méthode de piratage très courante sur les liens, le cross-site scripting ou encore appelé XSS. L'objectif ici est d'injecter un script malveillant dans un site de confiance. Quand vous cliquez sur un lien vulnérable, le pirate peut exécuter ce script dans votre navigateur. Et l'un des principaux objectifs de ces scripts, notamment accéder à vos cookies, qui contiennent parfois des informations sensibles, comme des mots de passe, des cookies de session. Pour illustrer notamment les dangers du cross-site scripting, je vais vous raconter une histoire qui est assez célèbre dans le monde du hacking. L'attaque s'appelle Sami MySpace Worm et elle a eu lieu en 2005. En fait, cette attaque a utilisé une vulnérabilité XSS pour injecter des milliers de comptes sur un réseau social qui s'appelait MySpace, qui était le réseau le plus populaire à l'époque. Je ne sais pas si vous l'aviez connu ou non. Moi, j'étais un petit peu trop jeune. En fait, tout a commencé quand le hacker, qui s'appelle Sami Kamkar, a voulu tester une faille dans MySpace pour voir s'il pouvait obtenir plus d'amis sur la plateforme. Il a donc utilisé une vulnérabilité XSS pour injecter un code JavaScript dans son profil. Ce code était en fait programmé pour ajouter automatiquement n'importe quelle personne qui visitait son profil. De plus, il a ajouté quelque chose de très drôle, la phrase « Sami is my hero » sur leur page. Donc demain, si j'allais visiter la page de Sami, notamment, il y aurait eu un abonnement automatique, ce qui lui a fait gagner un abonné. Et de plus, dans ma bio, il sera écrit « Sami is my hero », alors que je n'ai rien fait. Mais les faits ne s'arrêtaient pas que à là. Car dès qu'un nouvel utilisateur devenait ami avec Sami, le code se répliquait sur le profil de la victime et infectait ainsi chaque personne qui visitait le profil de la victime. Et ainsi de suite. Et donc, en moins de 24 heures, vous avez pu comprendre, on appelle ça un ver. Il avait infecté plus d'1 million de comptes MySpace et c'était véritablement l'une des premières fois qu'une attaque XSS se répandait de façon virale sur un réseau social. Donc aujourd'hui, il y a les mêmes failles XSS, mais qui sont programmées pour exécuter cette fois-ci du code malveillant. Récupération de cookies de session, récupération d'informations sensibles. Et si le code est assez façonné, il peut même exécuter et télécharger un code malveillant sur votre ordinateur. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur cette page qui explique plus en détail comment il a fait. Et finalement, comment se protéger face aux failles XSS? Eh bien d'abord, certains navigateurs offrent des protections de base. Mais surtout, il y a une extension assez intéressante qui s'appelle NoScript, qui peut également bloquer des scripts malveillants sur des sites non approuvés, ce qui va empêcher l'exécution de ces scripts sur votre navigateur. N'hésitez pas à aller faire un tour. Les méthodes qu'on vient de voir sont courantes, mais certaines attaques sont bien plus sophistiquées. Parlons maintenant des exploits zero day et des attaques par exécution de code à distance. Un exploit zero day, c'est quoi? C'est une vulnérabilité dans un logiciel ou site web qui est inconnu des développeurs, mais que les pirates ont déjà commencé à exploiter. C'est la faille la plus redoutée. Pourquoi? Car elle permet aux cybercriminels de lancer des attaques avant que des correctifs de sécurité ne soient disponibles. Et dans certains cas assez rares, cliquer sur un lien pourrait même déclencher une exécution de code à distance sur votre appareil. Mais bien sûr, aujourd'hui, les systèmes d'exploitation modernes comme Windows, macOS et certaines distributions Linux offrent plusieurs niveaux de protection contre ces exploits. Mais ces protections ne sont pas infaillibles, surtout
face à des attaques ciblées. Donc on n'est jamais à l'abri face à des exploits zero day, car personne ne sait qu'actuellement il y a une vulnérabilité. Passons maintenant à une démonstration en direct de comment analyser un lien suspect. On va se rendre sur le site virustotal.com. Imaginons que demain, vous êtes face à un lien suspect. Vous ne savez pas s'il est fiable ou non. Eh bien, vous vous rendez sur ce site, on va dans URL et on va venir coller notre lien. J'ai pris, pour l'exemple, un lien qui peut être potentiellement dangereux. On fait entrer et là il nous indique que c'est potentiellement un lien dangereux. L'antivirus Bitdefender le voit comme un malware, Netcraft le voit comme quelque chose d'assez malicieux, Gdata le voit comme un malware et URL Query le voit comme suspect. Mais déjà, si vous ne voyez pas qu'il y a du vert partout, c'est mauvais signe. À partir du moment où vous avez 1, 2 ou 3 ou 4 alertes, c'est que c'est potentiellement un lien dangereux, un lien qui à la fin exécute quelque chose de malveillant. Prenons un exemple avec ce site web par exemple, qui est totalement légitime. Voyons voir s'il le voit comme légitime ou non. Vous voyez, 0 sur 94. Il est clean. Donc, pour éviter tout risque, ne clique jamais directement sur un lien suspect. À la place, on utilise un service comme VirusTotal pour analyser l'URL et voir donc si elle est associée à des activités malveillantes. Pour conclure, si demain, vous cliquez sur un lien malveillant, comment faire pour que le pirate récupère le moins d'informations possible ou bien pour qu'il n'y ait aucun logiciel malveillant qui soit exécuté sur votre ordinateur. Premièrement, je vous conseillerais d'utiliser un VPN pour masquer votre adresse IP. Il y a énormément de VPN gratuits. J'aime bien le VPN TunnelBear, très efficace. Nous avons aussi ProtonVPN qui est selon moi est l'un des meilleurs. Donc le VPN est une bonne solution. Ensuite, utilisez des navigateurs qui sont conçus pour la confidentialité, comme Mulvad Browser ou le navigateur Tor que je vous ai présenté précédemment. Donc Mulvad Browser. Nous avons aussi DuckDuckGo qui est pas mauvais, ou encore Epic Browser que j'aime beaucoup. Et enfin, n'oubliez pas d'ajouter des extensions comme NoScript qui permet de bloquer l'exécution de JavaScript sur des sites non approuvés. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai aimé la faire. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à lâcher un commentaire. Dis-moi ce que tu en as pensé de ma vidéo et si tu es resté jusqu'à la fin, ça me ferait très plaisir. Merci à toi, allez, ciao!